Salut à tous les amoureux de la chose ludique, c'est Magna Magister, toujours en direct de la bibliothèque, et cette semaine qui est consacrée entièrement à ma terrible et longue, très longue campagne de Rollmaster Shadow World Planescape, et bien là je vais vous présenter tout simplement la gamme Planescape justement que j'utilise avec amour depuis tant d'années et avec lesquelles eh bien, voilà, on a vécu à ma table de jeu de magnifiques aventures et donc ben, j'en profite pour vous faire un petit point en fait sur la gamme. Malheureusement, une gamme évidemment qui n'existe plus, qui est extrêmement chère. Toutes les boîtes que je vais vous montrer là valent une fortune. Les suppléments sont quasiment introuvables. Dans un bon état, en plus, c'est encore pire. Il m'en manque un en plus. Je suis assez déçu. Mais il m'en manque un de la gamme, en plus de quelques scénarios que j'ai pas achetés parce que j'ai pas l'habitude pour ma part d'acheter les scénarios, sauf quelques-uns. Et dans ce cas-là, c'est pour les faire jouer parce que j'en suis sûr. Et donc, eh ben, voilà, c'est bête, on attend, on va dire qu'il y ait une réédition. Alors peut-être que ça va poindre le bout de son nez, on va dire dans l'année 2022. Là, il y a des choses qui ont l'air de se dire que il y a des suppléments DD5 sur, on va dire, le multivers, donc le Planverse, qui vont sortir et qui vont un petit peu lier aussi à la campagne donc, de Spelljammer. Que je vous présenterai pas aujourd'hui, mais que j'utilise aussi, on va dire, dans ma campagne. J'utilise beaucoup, surtout en ce moment pour le chapitre 9 de ma campagne, le contexte de Spelljammer, mais qui est lié évidemment au contexte de Planescape. Hein, les deux sont intimement liés. Voilà, c'est où on y va en bateau ou on passe un portail, on a le choix. Alors, eh ben, pour commencer, Planescape, qu'est-ce que c'est? Eh ben, c'est le monde, le cadre de campagne, l'univers qui rassemble en fait tous les univers de Donjons et Dragons en un seul. Il existe depuis les premières éditions. C'est vrai que j'ai oublié de le sortir, mais donc il y avait un premier supplément qui était sorti donc pour ADD qui s'appelait donc le manuel des plans justement, Manual of Planes, qui n'a jamais évidemment été traduit en français. Faut pas quand même, faut pas pousser bébé. Hein, on n'avait pas le droit à tout. Et qui présentait donc le premier concept. En fait, je vais vous montrer le dessin. Ça, c'est ce que j'utilise pour ma campagne. Les plans extérieurs qui sont donc en fait au centre, on va dire, si je puis dire, qui sont au centre de l'attention, mais avec en son centre donc l'outre-terre et au-dessus de l'outre-terre, Sigil, la fameuse ville. Donc voici le plan de Sigil que j'utilise aussi moi pour ma campagne, qui est on va dire un très bon plan. Il y a des plans encore plus détaillés de la ville, qui est on va dire le Donuts au centre de l'univers, qui est la cité des portes, qui est en fait on va dire l'auberge à ciel ouvert, qui est un cadre à lui tout seul. On pourrait jouer dans Sigil pendant des années sans vraiment on va dire, s'ennuyer, tellement il y a de choses à faire dans une si petite ville. Mais bon, on sait que la ville en plus, selon la cosmogonie, peut être plus petite ou s'agrandir en fonction des besoins. Ça n'empêche pas qu'il y a une crise de l'immobilier en Sigil, hein. Vous vous en doutez, puisqu'il n'y a rien qui pousse, il n'y a rien, on peut pas extraire, on va dire, de matériaux, il n'y a pas de carrière, donc on est obligé d'apporter tout par les portails. Et donc on est au centre en fait de l'univers, donc des plans extérieurs, qui sont liés eux chacun. Ils sont décrits d'ailleurs dans le manuel du maître de DD5, avec d'ailleurs des petites options pour leur donner un petit caractère, avec à chaque fois une règle du jeu. Je trouve que c'est plutôt malin, je les utilise moi-même dans ma campagne. En particulier, là, j'avais un scénario qui me revient, que j'ai fait le mois dernier, où ils sont allés justement sur le plan donc, de Mécanus, et qui est un plan loyal neutre, par excellence. Et si par exemple sur le plan de Mécanus on y reste un peu trop longtemps, on devient loyal. Croyez-moi, rien qu'avec un petit principe comme ça, j'ai fait un scénar dont les joueurs se souviennent, et je pense qu'ils vont m'en vouloir encore pendant très longtemps. Voilà. Donc, les plans extérieurs, l'outre-terre, Sigil, donc ce qu'on appelle donc la grande roue, on va dire, de tous les plans. Donc ils vont donc du plan neutre bon d'Elysium, d'Élysée, jusque, on va dire, on revient donc à la Bitopia. Chaque plan donc a une caractéristique. Chaque plan en plus est le domaine souvent d'un dieu nommé, d'un dieu connu dans l'univers de Donjons et Dragons, que ce soit qui viennent donc des royaumes oubliés de Kryn, donc de Dragonlance,
de Ravenloft. Enfin, c'est un peu particulier, mais Ravenloft y est lié puisque c'est un demi-plan et on peut l'atteindre, on va dire, que par des portails justement, donc d'où Planescape, voilà, même si bon, l'atteindre par des portails c'est un peu cheaté par rapport à, on va dire, à la cosmogonie justement de Ravenloft, mais bon, c'est le meilleur moyen en fait pour pouvoir s'y rendre, un portail par erreur, ou sinon bah, vous êtes, on va dire, vous y êtes emmené par la brume dense, la brume voilà, qui vous y emmène magiquement pour y faire votre quête. Et sont liés également donc les plans élémentaires et para-élémentaires qu'on appelle donc plans intérieurs. Voilà, et donc tout ça évidemment baigne dans l'éther et vous avez surajouté à cela on va dire l'espace astral qui est l'espace, on va dire, donc pour les gens doués de pouvoirs psioniques extrêmement puissant, où il y a normalement en plus dans cet espace astral, on va dire, l'esprit des dieux morts justement, qui est, on va dire, une part importante justement de l'univers de Planescape, qui a eu beaucoup de retentissement voilà, dans ma campagne justement. Alors pour vous dire, donc Sigil, donc c'est la cité donc des portails, qui est gouvernée par une entité, donc cette entité je vous la présente, voilà, tirée du jeu de cartes. Celle-là, je pense que s'il y en a qui savent, ils savent ce que je tiens dans la main. Voilà, c'est un peu le Black Lotus du jeu justement de cartes qu'on appelle donc Blood War, qui permettait justement de refaire la guerre sanglante. Voilà, c'est un vieux jeu de cartes dans l'univers de Planescape, qui a des règles quand même assez cosbar, hein, faut quand même le reconnaître. Et donc il y avait eu des déclinaisons évidemment de chaque, on va dire de chaque élément, on va dire, de la campagne dans le jeu de cartes, et c'était plutôt bienvenu parce que ça donne des illustrations en fait des personnages importants et des lieux importants. Je vais vous les présenter d'ailleurs. Donc la dame des douleurs, la dame des souffrances, on peut l'appeler, hein, c'est Lady of Pain, on peut l'appeler l'une ou l'autre, gouverne en fait cette cité. Et c'est elle qui donne accès au portail et qui interdit l'accès également aux dieux. Et donc, il n'y a que les représentants des dieux, donc ce qu'on appelle les proxys, qui peuvent, on va dire, y venir, et encore, il ne faut pas dépasser un certain niveau de puissance. La ville, il y a quand même évidemment des temples, hein, il y a un quartier des temples dans la ville, et il y a un quartier en fait pour chaque élément. Donc il y a le quartier de la dame, qui est le quartier noble, le quartier riche, si je puis dire, avec les palais. Le quartier, on va dire, le lower ward, le quartier, on va dire, inférieur, où là donc c'est le quartier pauvre, donc où il va y avoir évidemment un peu plus de problèmes, mais c'est pas pire que donc la ruche, où là c'est carrément c'est le coupe-gorge de la ville. Le quartier marchand, donc Market Ward, le quartier des guildes, très important. Le quartier donc des clercs, donc là ça va être le quartier, on va dire, des scribes, des écrivains publics, etc. Ainsi que de guildes, on va dire, plus de savants, avec voilà, et etc. Voilà. Et donc tout ça évidemment est rassemblé, et c'est vraiment un donuts, hein. Donc en fait, même le quartier il est, on va dire, incurvé de cette manière, ce qui veut dire que si on regarde parfois en haut, on va voir, on va dire, l'autre côté, on va dire, du morceau de la roue. En regardant, c'est assez vertigineux, on va dire, on va dire, comme vision des choses. Et donc dans ce contexte-là, au départ, quand on commence, il y a en fait une quinzaine de factions qui dirigent, on va dire, qui dirigent cette ville. Et donc ces factions se définissent pas par rapport à un alignement, mais vraiment par rapport à une idéologie et une manière de voir le multivers. Donc, pour ainsi dire, voilà, je vais vous redécrire les factions parce que moi, voilà, j'ai eu la chance d'avoir la version française. Donc voilà, les adorateurs de la source, qui eux, donc, en eux, ouais, ils voient tout ce qui est divin. Les Athars, eux, par contre, sont l'antithèse, ils voient pas de divinité dans les choses, et donc pour eux, il n'y a rien de divin, quoi. Tout est profane. Les greffiers, la fraternité de l'ordre, qui eux sont en quelque sorte tous ceux qui dirigent les tribunaux et tout ce qui est judiciaire dans Sigil. Donc voilà, en plus ils ont tous une fonction quand même importante de gestion à l'intérieur de la ville. La garde fatale, alors eux, bah voilà, c'est des gros bourrins armés jusqu'aux dents, qui dirigent d'ailleurs donc leur quartier général, c'est l'armurerie. Et donc c'est des assassins, c'est des mercenaires, voilà, des gardes du corps. L'harmonium, eux, c'est, on va dire, la milice
la milice loyale bien con, on va dire, de Sigil. Donc là, voilà, eux, ils arrêtent les gens. Ils ont d'ailleurs leur quartier général, c'est la prison. Hein. Voilà, c'est vraiment. Ils dirigent en fait le lieu d'enfermement et ils donnent ensuite les gens à la justice, qui sont donc les greffiers qui les jugent. Et après, il y a les exécuteurs. Je vais y revenir puisque c'est une autre des factions. Les hommes poussières qui eux gèrent tout ce qui correspond, on va dire, à l'aspect sanitaire en termes de morts. Voilà, donc s'il y a des morts, il faut bien qu'il y ait des gens qui. Parce qu'on ne peut pas enterrer les gens en sigil. Donc il faut bien une faction qui s'occupe de gérer les morts, de faire. Donc c'est un grand. Ils sont les. Leur quartier général, pardon. C'est le crématorium, justement. Et ils sont dirigés évidemment par un. Tous sont dirigés par un factol. Et le factol, leur factol, c'est une liche, évidemment très puissante. La Libre League, donc là, c'est une faction, on va dire, des 100 factions, d'une certaine manière, mais qui crée une faction d'une certaine manière. Et voilà, c'est pareil, une faction mercenaire qui peut s'adjoindre à pas mal de choses. La Ligue révolutionnaire, donc eux, c'est voilà, les rebelles, les anarchistes qui sont dans la ruche et qui veulent fomenter une révolution pour on va dire, faire en sorte de faire valoir leurs droits et puis d'apporter la justice, la liberté et l'idée, on va dire, de libérer en fait d'une certaine les gens du carcan féodal, entre autres. Les marqués, une faction extrêmement importante avec donc son marqué justement qui est là. Le premier des marqués, donc son factol, qui est Rowan Darkwood, qui a eu énormément d'importance dans ma campagne, puisque voilà, il est au centre, on va dire, de toute la gamme, la méta-intrigue qui se passe dans l'univers de Planescape. Et ça va, on va dire, jusqu'à justement le scénar final où il a une place d'importance. Et franchement, son intrigue, son BG, sa manière, on va dire, de voir les choses est vraiment géniale. Et ça a donné vraiment des heures très intéressantes de jeu. Voilà. La Morne Cabale, donc eux, eux sont plutôt, on va dire, plutôt un peu dépressifs, on va dire. Voilà, la vie n'a pas de sens, c'est un peu des nihilistes. L'ordre transcendantal, où eux, donc, vont plutôt. Ils sont plutôt pour l'action avant la réflexion. Voilà, ils sont là en fait pour on va dire l'action plus que on va dire la réflexion. C'est ce que j'ai dit justement. Et donc c'est une on va dire ce sont des c'est assez dur à expliquer parce que chacune leur philosophie ne se décrit pas en deux mots, en deux ou trois mots. Mais bon, c'est en tout cas l'une des factions d'importance du jeu. Les rectificateurs ou la mort rouge, eux, ce sont tout simplement les bourreaux. Hein. Le signe de l'un, donc là, comment eux le résumer. C'est vrai qu'il y en a certaines, c'est dur de les résumer en une seule expression. Hein. Chaque être, en fait, est unique. Donc ils partent sur cette réflexion-là. La société des sensations, elle est un peu plus difficile à décrire. C'est, on va dire, des individus qui, eux, sont pour, on va dire, l'expérimentation des sens. Donc voilà, avec tout ce que ça implique. Les chaositectes, eux, ce sont des maîtres en fait du chaos, donc ils veulent essayer de trouver le sens du multivers à travers le chaos, à travers, on va dire, la réflexion plus ou moins scientifique autour des mathématiques, etc. Les externes, donc là, c'est pas vraiment une faction, c'est plus, on va dire, ceux qui ne font partie d'aucune réelle faction, ceux qui viennent on va dire, des autres plans et qui débarquent un peu hein, par inadvertance ou par accident en sigil et qui vont plus ou moins après rejoindre ou pas les factions. Donc là évidemment tout était décrit à la base en système Donjons et Dragons avec ses spécificités, mais bon l'adapter on va dire comme je l'ai fait pour le système Rollmaster c'était plutôt on va dire assez facile. Donc en dehors de la voilà je vais les montrer ici en dehors donc on avait une carte pour chaque factol, donc il y avait les factols de chacune des factions. Je les ai toutes évidemment sauf Rowan Darkwood, ce qui est décevant. Voilà. Et après il vous était décrit donc les différents plans. Donc l'outre-terre, voilà, qui est on va dire donc une grande plaine avec une montagne au centre et donc tout au-dessus vous le voyez le fameux Donuts de Sigil et donc dans les points les plus extérieurs
de l'outre-terre, il y a une cité portail qui permet d'accéder donc au plan extérieur. Et sinon, après les plans extérieurs, on peut y accéder en y allant, on va dire, de proche en proche, en fonction évidemment de sa place dans la roue. Ou sinon y aller par des portails. Donc après, il y a donc le lieu qui est donc the Spire, donc la fameuse montagne, et donc quand on arrive en fait au niveau de cette montagne, toute magie en fait est annulée. Parce que plus on arrive au centre, plus on va dire la magie est niée, quoi. Après, donc vous avez la description de tous les plans, donc la Bitopie, Mechanus, qui est donc le plan par excellence de la loi, Arcadia, voilà, l'Elysée, un plan où j'ai beaucoup fait jouer dans ma campagne, qui est donc un plan idéalisé, on va dire, où si vous voulez en fait pouvoir agir, il va falloir faire des bonnes actions, et qui est le plan, on va dire, de plusieurs dieux d'importance. The Bestlands, la Terre des Bêtes, où là pareil, mes joueurs y sont allés, et donc plus on y va, donc plus on se transforme en animal en fait, plus son côté animal, son totem animal reprend le dessus. C'est très intéressant. Isgard, un plan aussi que je connais bien, puisque c'est évidemment le plan des Nordiques par excellence, qui est neutre bon, si mes souvenirs sont bons. Ouais, ça doit être. Ah non, chaotique neutre, pardon, chaotique neutre, visiblement. Et donc là, pareil, il y a plein d'aventures à y jouer, on va dire, avec tout ce qui est aspect viking, les liens avec Yggdrasil, qui est donc le fameux Yggdrasil, celui des légendes, qui fait le lien en fait à travers ses branches, à travers plusieurs plans. Les limbes, pareil, où là, mes joueurs y ont joué un petit peu, parce que c'est un plan évidemment qui peut se modeler en fonction, on va dire, de sa force de volonté. Et donc on peut y créer son univers, son jardin, son monde, d'une certaine manière. Les abysses, alors là, il n'y a pas grand monde qui y est allé. Les gastes grises, qui est pareil, j'ai pas grand monde qui est allé dans ce plan là, parce que c'est pas très, c'est plutôt mal famé. Les carcères, donc là c'est la prison des titans, où donc mes joueurs y sont allés, et justement ils ont failli faire une connerie, comme d'habitude. GN, voilà. Baator, donc le plan des démons, donc là je dis bien démons. Le Pandémonium, le plan qui rend fou, où donc là, c'est le royaume en fait de Loki, des géants de glace, qui sont évidemment ses compagnons. Et donc, c'est un plan où il y a toujours en fait un vent qui rend fou, qui souffle dans des cavernes interminables. C'est assez abominable. Mont Céleste, là mes joueurs ils sont allés un petit peu. C'est là où il y a en fait le panthéon des dieux de la loi, et donc ils ont subi un jugement à une époque de la campagne. Le Mont Olympe, assez simple, voilà, c'est encore le domaine des dieux. L'Achéron, ça ils n'ont pas eu l'occasion d'y aller. Voilà. Donc là c'était pour les plans. Après on a d'autres endroits intéressants. Donc The Infinite Staircase, donc c'est l'escalier infini, où là concrètement tous les plans en fait sont reliés dans l'univers. Ça c'est un aspect du monde que j'ai jamais trop utilisé, par un grand escalier en fait qui les relie tous. C'est une idée très intéressante. Il y a d'ailleurs un supplément complet qui est dédié à cela. Le plan astral, ça par contre ils y sont allés plusieurs fois. Ils ont fait des bêtises aussi. Donc il y a les rues de sigil, donc, et chaque quartier en fait est décrit également en carte, ainsi que les sièges, les quartiers généraux, on va dire, de chacune des factions. Voilà, donc tout cela était décrit dans le jeu. C'était aussi pour moi ne pas oublier et vous décrire tous les plans, puisque voilà, j'avais fait la collection de tous les plans justement pour pouvoir après les montrer à mes joueurs. Et donc pour vous dire, c'est un univers donc déjà propre, rien qu'avec Sigil, les plans extérieurs, il y a déjà de quoi faire, et après vous dites que tous les plans, tous les mondes de Donjons et Dragons, ils sont reliés. Donc c'est-à-dire que vous pouvez, à travers un portail, vous dire, on va aller jouer dans les royaumes oubliés, donc on va aller sur la côte des épées, on va aller à Waterdeep, comme par exemple c'est le cas en ce moment dans ma campagne, où ils ont des relations commerciales avec Waterdeep. On peut aller donc dans Ravenloft, si on va dire vous avez un petit accident. Sur Atas, pourquoi pas, donc dans le monde de Darksun. Bon là par contre ils y vont pas très souvent, hein, je dois dire ce qu'il y a. Ils ont la possibilité d'y aller. Je leur ai proposé une aventure, une quête à faire en Atas, ils n'ont pas trop voulu y aller. Et après évidemment on peut aller également sur d'autres univers, donc c'est-à-dire ah mince, ah son nom ne me revient pas, c'est bête quand même. Donc sur Greyhawk évidemment, si vous le souhaitez. J'ai jamais trop joué dans Greyhawk.
Mais je vais jouer aussi quand même un petit peu dans... Oh purée, c'est pas possible, son nom ne va pas me revenir. Mystara, voilà, c'était le temps que ça me revienne. Donc sur le monde de Mystara, c'est possible aussi. Il y a de quoi faire. Et donc dans tous les autres univers d'ADD, hein, puisqu'ils sont également, même si moi je les ai jamais utilisés, reliés à Eberron, etc. Donc vous avez tout ce contexte-là que vous pouvez utiliser, mais il y a déjà, on va dire, de quoi faire largement avec le contexte de base. Alors, la gamme, elle, se présente sous la forme donc déjà d'une boîte de base, donc qui est parue, j'ai regardé en 94, 96 en français, et elle nous est parue qu'en 96. C'était déjà dans les gammes, on va dire, extrêmement intéressantes et originales qui ont été développées par TSR, mais dans leur fin d'année, puisque je crois qu'ils ont mis la clé sous la porte, c'était en 97, ou pas loin après. Il y a eu donc une gamme pour Planescape qui est sortie, qui était extrêmement dense, mais ça n'a pas duré très très longtemps. Et donc, dans la boîte de base, il y avait le guide du joueur, donc avec le guide des factions, comment on va dire créer un personnage spécifique à l'univers des plans, à Sigil, voilà, avec l'Outre-Terre. Tout cela évidemment avec à l'intérieur des dessins du très très fort, du très très bon, du très très apprécié Tony Diterlizzi, qui est vraiment, moi je trouve que son style est prodigieux. Il fait vraiment des dessins avec un trait qui a une spécificité qui est géniale, moi en tout cas je trouve, et qui donne, on va dire, tout son caractère justement, en plus évidemment de la couverture de Planescape, du logo également. C'est vraiment quelque chose de génial. Voilà, ça donne tout son charme en fait à cette gamme, qui est vraiment, on va dire, voilà, d'une originalité. Je crois qu'on a rarement fait mieux et on a rarement fait, on va dire, plus, plus intéressant, qui donne en fait l'envie, on va dire, de jouer, comment dire, dans un tel univers, parce qu'on est vraiment dans un contexte de fantasy, certes, mais un contexte de fantasy multivers qui change par rapport à, on va dire, à d'habitude. Il y a un guide du MD, donc du Dungeon Master pour l'univers de tous les plans. Donc tous les plans sont dans ce bouquin de base décrits de manière assez succincte. Donc, vous avez une double page en fait pour chacun des plans avec leur ou une page, ou une demi-page ou une double page. Sont décrits, on va dire, avec leur spécificité. Donc c'est un début, mais c'est pas suffisant. Vous avez donc Sigil qui est décrite là beaucoup plus de manière un peu moins succincte, mais qui permet, on va dire, de commencer à s'y atteler. Voilà, avec toujours les dessins à l'intérieur, les spécificités de la ville. Voilà, avec la table des matières, il y a vraiment une mise en page qui est très sobre, mais avec vraiment des illustrations de toute beauté, comme dirait l'autre, et qui donne vraiment envie de jouer. Hein. C'est un univers, franchement, quand on s'y plonge, on a plein d'idées qui fourmillent, on a plein de... Voilà, c'est un univers attrayant, voilà, c'était le terme que je cherchais tout à l'heure, c'est un univers des plus attrayants, voilà, avec le fameux Rohan Darkwood avec ses caracs. Voilà, donc qui est un prêtre, il est prêtre de Heimdall. Classe jumelée rôdeur, voilà, donc il est cheaté. Hein. Mais c'est un antagoniste extrêmement intéressant qui est donc décrit déjà de base depuis, on va dire, dans la boîte de base, et qui va nous suivre en fait dans tous les suppléments et les scénarios. Ensuite, vous aviez un écran, et un écran franchement que moi je trouve magnifique. Voilà, ça c'est de l'écran. Pas de titre, pas de tableau. Voilà, juste les tables dont vous avez besoin derrière, les tables pour Donjons et Dragons. Et voilà, et c'était vraiment... on a rarement refait mieux, hein, franchement. Avec un supplément aussi au bestiaire, donc vous aviez les créatures spécifiques à Planescape, qui étaient décrites dedans, donc en particulier voilà, les fameux modrones de Mechanus. C'était vraiment très... voilà, c'était particulier, hein, c'était vraiment très... Voilà. Les Dabus, qui sont donc les serviteurs de la Dame des Souffrances, en sigil, qui parlent, qui ont la particularité de parler avec des rébus, et donc il faut décrypter les rébus pour savoir ce qu'ils disent. C'est très très rigolo. C'est toujours voilà, un plaisir de les faire découvrir et de les faire interagir avec les joueurs. Et des cartes. Alors il y avait plein de cartes.
Alors, je vais vous en montrer une. Donc la carte, par exemple, des plans extérieurs. Est-ce que je l'ai mise dans le bon sens? Non, elle est à l'envers, évidemment. Donc ce serait pas drôle. Voilà. Donc la carte des plans extérieurs, qui a l'air un peu fouillée, un peu voilà, mais qui permet en fait de situer un petit peu. Puis donc il y avait également un poster avec les symboles des factions, un autre poster donc avec les plans extérieurs justement. Voilà, je ne le déplie pas entièrement. Vous voyez, ça faisait vraiment une galette avec les différentes choses. Et un plan de sigil. Moi je trouvais pas super joli comparé à celui que j'utilisais, mais donc c'était le plan de sigil. Voilà, donc il y avait ça dans la boîte de base. Si vraiment vous avez l'occasion, vérifiez bien que la boîte est complète avec ces plans, donc ces 4 posters, son supplément, son écran et ses 3 livrets. Donc moi j'ai 2 écrans parce que j'ai eu 2 boîtes de Planescape. Donc j'ai gardé l'écran de la première boîte pour voilà, parce que mettre 2 écrans c'est quand même toujours beaucoup plus classe. Et donc ça vous avez de quoi démarrer, hein, même si très sincèrement l'univers est tellement riche que la boîte de base vous la trouvez très insuffisante au bout de pas très longtemps. Enfin moi en tout cas c'est ce que je considère, ce que j'ai considéré assez vite, même si bon il y a quand même de quoi faire, hein, je dis ça, mais bon c'est parce que moi j'ai besoin de matériel pour émuler si je puis dire mon imagination, et donc je vais piocher un petit peu partout, et c'est pour ça que j'ai été piocher un petit peu dans toute la gamme pour pouvoir créer ma campagne. Et encore, à ce jour, j'en ai pas fait le tour, hein, parce que la gamme est vraiment, qui pourtant était une gamme assez courte, puisque c'était donc, comme je le disais, à la fin de TSR que cette gamme est parue, et que donc, voilà, la gamme, les derniers suppléments ont dû sortir peut-être en 80. Donc ça a commencé à sortir donc en 95, et ça a dû sortir jusqu'en 97-98, pas plus. Je vais revoir les dates, mais à mon avis, ça doit être à peu près ça. Et donc, les suppléments. Alors, je vais commencer déjà par les suppléments boîte. Alors, l'un des premiers suppléments qui était sorti, c'est donc Player's Guide to Outlands. Donc là, c'est le guide des joueurs qui décrit en fait l'outre-terre. Et ça faisait partie de la série de suppléments où il y avait un CD. Et donc, vous avez en fait la description de chaque plan extérieur lié, comment dire, et de chaque cité avec un CD qui est d'ailleurs, c'est expliqué quand même dans le lore. C'est une manière en fait de consigner, comment dire, des informations. Alors comment ça s'appelle déjà? J'ai un trou de mémoire sur le nom, comment dire, dans le jeu. Je crois que c'est un Mimir, hein, si mes souvenirs sont bons. Et donc, à partir de là, vous avez donc un enregistrement de voix qui vous permet en fait d'avoir une description succincte, hein, quand même, faut pas pousser, des différents plans, etc. Et donc de l'outre-terre. Donc avec un nouveau poster de l'outre-terre, qui lui, je trouve, est beaucoup plus beau, hein, que ce qu'on nous avait présenté avant. Ils se sont un peu améliorés par rapport à la boîte de base au niveau du poster de l'outre-terre, et sachant que vous avez après la description de quelques cités d'outre-terre, donc Ribcage, Excelsior, Sylvania et Plaguemort. Voilà, en VO. Qui est donc, chacune, ce sont donc des cités portails qui mènent vers le plan extérieur correspondant. Alors là, après, il faudrait que je revoie pour vous dire à laquelle voilà, est liée chaque cité, mais enfin à quel plan extérieur est relié chaque cité, parce que franchement, je les connais pas par cœur, hein, désolé. Pourtant, je pratique depuis assez longtemps, mais bon, le lore est tellement poussé qu'on peut pas tout retenir, hein, c'est pas possible. On est obligé d'avoir des anti-sèches. C'est dur à dire ça. Après, il y a eu 3 boîtes pour décrire tous les plans. Donc Plains of Law, et il y en a plusieurs. Donc là, à l'intérieur, vous avez donc des livrets. Donc un livret pour les guides de la loi. Donc vous avez dedans, dans Plains of Law, décrite donc le plan de Mechanus. Voilà. Le plan de Baator. Ce sont tous les plans, on va dire, donc de la loi. Donc, oui, Baator, donc c'est pour les diables, excusez-moi. J'ai dû faire une inversion. Mont Céleste, toujours plan de la loi. Arcadia,
Souvent dans Donjons et Dragons, on confond les démons et les diables. Pourtant, je devrais le savoir. Achéron, voilà. Et après, vous avez donc le supplément monstrueux. Donc, vous avez toujours un supplément avec des monstres supplémentaires liés, comment dire, à ce plan spécifique. Et évidemment, son lot de posters avec, pour chaque plan, en fait, un plan, on va dire, détaillé du plan, c'est le cas de dire, un plan détaillé du plan extérieur. Ça fait bizarre de le dire comme ça. Donc là, par exemple, un que j'ai utilisé lors de ma dernière partie, le plan de Mechanus. Alors parfois c'est très inspiré, parfois c'est un peu zarbi, mais ça n'en reste pas moins un grand intérêt. Ça permet de faire visualiser les choses au moins. Voilà, donc ça c'est pour les plans de la loi. Donc là on a tous les plans loyaux qui sont décrits. Tous les plans loyaux d'intérêt, évidemment. Après, donc les plans de conflit. Donc là c'est les plans qui sont entre la loi et le chaos. Donc il y a un player's guide toujours. Voilà. Et par contre là c'est deux suppléments qui décrivent à l'intérieur les plans. Donc dans les plans dits bénéfiques, entre guillemets, on a donc la description complète, enfin plus complète, donc de la Terre des Bêtes, de la Bitopie, d'Élysée. Voilà, donc là il y en a 3. Et dans les plans dits maléfiques, il y a la description donc des carcères, donc la prison, GN, les gastes et les gastes grises. Voilà. Donc ça, évidemment, plus là, ce qu'il n'y avait pas dans l'autre, il y avait des idées de scénario, mais là, il y a, on va dire, un livret avec des aventures. Enfin, des aventures. Il doit y en avoir... il y en a 4 quand même. Il y a une aventure de bas niveau, 2 aventures de niveau moyen et une aventure de haut niveau. Voilà. Plus encore un supplément sur les, on va dire, les monstres. Donc les monstres supplémentaires qui sont liés au plan en question. Voilà, avec toujours des dessins de Tony Diterlizzi, très appréciable. Et évidemment son lot de posters. Donc là, on en a un pour chaque plan. Donc il y en a 6, évidemment. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et donc par exemple, pour l'Élysée, vous avez le plan de l'Élysée. Voilà. Avec les différents niveaux. Et derrière, la fameuse cité de l'étoile, qui est donc la cité de la déesse Ishtar, où j'avais fait jouer, on va dire, une partie de ma campagne, puisqu'il y avait eu une grosse partie de ma campagne dans le chapitre 1 qui était en Élysée. Voilà, donc supplément évidemment, voilà, très très dur à trouver complet et en bon état. Moi j'ai la chance de les avoir en assez bon état. C'est pas un état, on va dire, oula, ça fait boîte à meux. C'est pas dans un état, on va dire, exceptionnel, mais au moins j'avais eu le mérite de pouvoir les retrouver pas trop cher. Ce qui n'est plus le cas aujourd'hui. Les plans du chaos, donc là c'est décrit avec un gros bouquin. Donc là-dedans vous allez avoir de décrits les cités du chaos, les abysses, l'arborée, les limbes, le pandémonium, Isgard. Voilà. Donc tout ça c'est là-dedans. Du coup. Ouais, voilà, les abysses, donc c'est Chaotic Evil, donc les abysses c'est le plan justement où il y a donc les Baatezu normalement, et les Baatezu, j'ai du mal, hein, franchement, entre les démons et les diables. Donc Baator c'est pour les diables, donc c'est le plan loyal mauvais, et donc le plan chaotique mauvais, donc c'est pour les démons. Qu'on appelle déjà, alors ils avaient changé de nom pour des raisons, et le nom ne me revient pas. Bon, tant pis, c'est pas grave. Comme d'habitude, hein, il faut toujours que ce soit, quand on fait les enregistrements, qu'on perd la mémoire, hein, sinon ce serait pas drôle. Donc vous avez la description de ces plans, un guide pour voyager à travers ces plans, à savoir que la magie évidemment ne fonctionne pas de la même manière en fonction du plan extérieur où vous allez, donc vous êtes obligé d'avoir ce qu'on appelle des clés de sort. Donc là ils vous décrivent évidemment les différentes clés de sort qu'il faut utiliser et comment votre magie est transformée par le plan. Et donc vous avez quelques petites aventures, voilà, qui sont là-dedans, et comme d'habitude un supplément monstrueux, comme d'habitude, et
Donc évidemment des posters. Donc là carrément les posters, le revers des posters de chaque plan devient vraiment de plus en plus élaboré au fil des suppléments. Donc là par exemple je vous présente Isgard. Les plans sont vraiment de plus en plus jolis, je trouve, mais en tout cas ils sont beaucoup plus inspirés que dans la boîte de base. Donc là c'est la description donc, du royaume des Nordiques et des dieux nordiques si je puis dire. Et c'est vraiment très intéressant. Il y a une matière, comment dire, de jeu. Alors, moi je trouve que voilà, les descriptions, même dans les boîtes que je vous montre, sont plutôt succinctes. C'est-à-dire que c'est pas des descriptions détaillées. En plus, ils décrivent à chaque fois 6 plans, ce qui est quand même, on va dire 4 à 6 plans. Et c'est quand même, on va dire, un exploit en soi de pouvoir les décrire dans un format boîte comme ça, dans un livret. Mais ça reste quand même malgré tout d'un grand intérêt pour pouvoir se lancer. Et après, de toute façon, vous avez très facilement la possibilité de développer vous-même vos propres idées, vos propres, on va dire, ou à partir des idées que vous avez glanées à l'intérieur de ces boîtes. Sinon, il y a tout bonnement un wiki Planescape qui vous décrit, on va dire, la plupart de ces choses. Donc si vous n'arrivez pas à trouver toutes ces boîtes, vous avez de quoi, on va dire, vous déchaîner sur le wiki, qui lui est gratuit, mais bon, il faudra lire des pages sur internet, ce qui n'est pas forcément le plus agréable du monde, sauf pour la nouvelle génération peut-être. Alors, les autres suppléments. Celui-là avait été traduit en français, donc c'est le Monstrous Compendium, donc c'est le guide des monstres de l'univers de Planescape, voilà, avec par exemple une des races qu'on pouvait jouer. Donc c'est là-dedans qu'on pouvait jouer justement les Tieflings, mais aussi donc les Barriors, voilà, qui sont donc en fait des chèvres, voilà, c'est plus des centaures chèvres si je puis dire, et c'est vraiment une race à part entière spécifique à Planescape que l'on peut jouer à l'intérieur du monde de ce monde. Voilà, les seigneurs animaux, comme c'est joli, c'est vraiment magnifique hein, les dessins, voilà, c'est vraiment des dessins d'un certain style mais tellement inspirants. Voilà, les Asimars, par exemple, Asimars solaires, etc. Donc là, c'était les Asimones, c'est-à-dire ceux qui sont, on va dire, les purs de la race en question. Et donc, nous, on peut jouer en fait des Asimars qui sont issus, on va dire, de ces êtres célestes. Voilà, énormément de choses, hein, description évidemment des différents types de méphites. Donc c'est les esprits élémentaires qui pullulent, hein, ils en font le commerce en fait en sigil, ça sert on va dire d'animal domestique, de compagnon, de composantes de sort, ça sert un peu de tout. Les pauvres méphites, ils ont des sérieux soucis à se faire. Voilà les Tanari. Donc là, ça y est, leur nom m'est revenu. Donc dans les abysses, oui, ce sont les Tanari, c'est les démons. Voilà, il y a en bas à tort les diables. Voilà, les diables avec qui on peut signer un contrat, les démons avec qui on peut pas faire grand chose. Il suffisait juste que ça me revienne. Donc le premier tome il y avait eu un deuxième tome où là les illustrations sont encore plus magnifiques. Franchement, il y a là-dedans, voilà, il y a des illustrations qui pètent leurs genoux, mais il y en a qui donne encore plus que cela. Je vais essayer de vous en retrouver une qui a vraiment, on va dire, un charme fou. Voilà, par exemple, celle-ci. Ah, là, c'est dur de se mettre correctement en face de la caméra. Voilà. Les illustrations pleine page, on va dire, ou sombres, ou plutôt, on va dire, voilà, par exemple celle-ci, les Eldarines. C'est quand même... voilà, c'était à une époque où on faisait des illustrations encore à la main et qui étaient vraiment très inspirées. Ça nous manque. Bon, Tony DiTerlizzi continue à faire des illustrations, hein, plus pour la gamme donjon, ce qui est un peu dommage, mais bon, c'est vrai que ça nous manque quelque peu. Donc là sont décrits encore d'autres créatures, donc en particulier j'ai revu là les Guardinales, qui sont donc en fait des esprits animaux, on va dire anthropomorphes. Enfin, une race d'animaux anthropomorphes intelligents qui ne sont pas jouables, mais on va dire normalement ça doit peut-être être possible
en utilisant certaines options de pouvoir les faire devenir des PJ. Et donc après, là, dans le troisième tome, pareil, du Monstrous Compendium, là, ce sont plus des créatures élémentaires qui sont décrites. Voilà, il y a plus. Et là, c'est plus Tony DiTerlizzi qui fait les illustrations, et du coup, ça me plaît moins. Vous voyez, il y a des choses, mais c'est pas moche, mais il y a des trucs un peu bizarres, quoi. Hein. Voilà, c'est moins inspiré, on va dire, et c'est pour ça que j'ai été un petit peu déçu quand je l'ai acheté. Parce que voilà, c'est beaucoup plus, on va dire, avant-gardiste au niveau des illustrations. Il y a des choses intéressantes, hein, je dis pas, mais c'est voilà, c'est particulier au niveau des illustrations. Et surtout, si vraiment vous avez la possibilité, essayez de trouver au moins le volume 1 et le volume 2. Il y a vraiment tout ce qu'il faut pour avoir les principaux PNJ de vos campagnes. Voilà. Écrit par Montecook, hein, quand même, c'est pas rien. Donc il y a un intérêt quand même, une qualité d'écriture propre à Montecook à l'intérieur de ce supplément. Faut quand même pas, parce qu'il a travaillé sur pas mal des suppléments de la gamme. D'ailleurs, c'est vrai que j'ai oublié d'en parler. Donc le Planeswalker's Handbook, donc là bah, c'est le petit guide pour voyager, on va dire, dans l'univers des plans. Il y a énormément d'informations en destination pas seulement des joueurs mais surtout du MJ pour voilà, pour créer des campagnes, vraiment donner des informations de primes de prime intérêt, si je puis dire, de grand intérêt aux joueurs, des sorts supplémentaires. Bon, il y a un peu de technique. Oui, parce qu'en dehors des factions, évidemment, il y a aussi, on va dire, des micro-factions à l'intérieur, on va dire, de l'univers des plans, qui sont décrits pour la plupart dans les boîtes, justement, qui sont des sortes de sectes, en fait. On les appelle sectes ou groupes. Groupes de pression, enfin bon, on peut les appeler de manière un peu comme on veut. Et on peut également aussi les rejoindre, autant on va dire les factions de sigil qui elles ont vraiment pignon sur rue, qui ont une existence légale selon les lois de la Dame des Souffrances, ont quand même offrent des avantages et donnent, on va dire, un intérêt certain d'en faire partie pour vos PJ. Et c'est pas contradictoire au sein du groupe hein, de faire partie de factions différentes. Elles sont chacune, on va dire, bon, ça va être dur évidemment si vous mettez un Attar et un Dévo dans le même groupe, hein, évidemment ça va un peu être difficile, mais on va dire voilà, c'est des philosophies de pensée différentes qui n'ont rien à voir avec les alignements. Ce qui veut donc dire que dans un groupe de Planescape, vous pouvez avoir des gens avec des alignements diamétralement opposés qui peuvent quand même faire partie de la même faction et on va dire travailler ensemble. Après donc un guide sur l'espace éthéré. Donc là on a tout ce qu'il faut, on va dire, pour bah, c'est un pré-spelljammer en fait d'une certaine manière. C'est pour aller visiter, on va dire, ce qu'il y a dans les terres. Donc bah, voilà, c'est d'un intérêt. Moi je sais que je ne l'ai pas trop utilisé. J'ai plus utilisé le matériel donc, de Spelljammer pour faire pour mes aventures, mais il reste quand même intéressant puisqu'il y a donc des créatures spécifiques, des environnements spécifiques à l'espace éthéré qui sont toujours utilisables. Voilà, avec des stations aussi. Vous voyez, il y a des stations dans les terres. C'est vraiment en fait comme des ports, hein, évidemment, je vais dire des emporions, comment on dit, des comptoirs, voilà, dans l'espace éthéré pour faire du commerce, etc. Si vous faites du spelljamming, mais vous pouvez évidemment y aller par des portails. Donc ce supplément lui est de 98. Ouais, donc il y a eu quand même encore des suppléments jusqu'au 98. Et donc avec une couverture de RK Post que j'aime beaucoup aussi, qui est un très très grand illustrateur. Le même guide, on va dire, pour l'espace astral, où donc là il y a vraiment aussi énormément de choses à faire, donc avec des Githyanki évidemment, les ennemis principaux qu'on va trouver là-dedans, les Githyanki, plus donc qui sont des pirates en fait de l'espace astral, et en même temps des psioniques très très dangereux. Il va falloir faire avec, hein, parce que vous allez en rencontrer beaucoup. Voilà, des vaisseaux aussi, hein, puisqu'on se déplace dans l'espace astral avec des vaisseaux aussi, avec des baleines justement, des baleines astrales, etc. Donc, j'aime beaucoup plus d'ailleurs voilà, ce supplément-là que le supplément sur l'espace éthéré, puisque l'espace éthéré, on a Spelljammer pour pouvoir s'alimenter en idées.
le guide de l'espace astral vous permet quand même de faire pas mal de scénarios intéressants. Après, dans les suppléments vraiment quasiment incontournables, si vous voulez jouer, comment dire, dans Sigil, Uncage Faces of Sigil, un supplément avec tous les PNJ importants de votre de l'univers. Voilà. Donc là, le Guardinal Tripicus, qui est un maître illusionniste. Les PNJ incontournables de ma campagne, Slimey, le terrible avocat, qui fait partie donc de la faction des Chaositect, oh là, c'est dur à dire. Un autre de mes PNJ favoris que mes joueurs ont appris à adorer ou détester, Aluvius Rushkin, voilà, l'antiquaire qui vend tous les objets magiques possibles et imaginables qui viennent de partout du multivers, qui a vraiment on va dire, pignon sur rue au niveau du commerce d'objets magiques sur Sigil, enfin qui vend les objets magiques évidemment les plus intéressants, et plein d'autres PNJ d'un très très grand intérêt que vous allez pouvoir développer dans vos campagnes. Si vraiment il y a un supplément, c'est celui-là, quoi, parce qu'il y a tellement de PNJ intéressants avec des dessins, mais vraiment magnifiques encore, de Tony DiTerlizzi, je ne le dirai jamais assez. C'est vraiment génial. Voilà. Voilà. Et donc avec rien que ces PNJ-là, vous avez de quoi faire des aventures trépidantes. Voilà, vous avez par exemple, comme je le disais, hein, donc Simus, c'est Simuxanthus Zenus, voilà, c'est dur à dire, qui vend justement des ingrédients pour la magie. Donc c'est pas Pets and Meat, c'est Parts and Pieces. Voilà, avec les prix justement qui sont marqués un peu comme une grille des tarifs sur les organes de différentes créatures que vous pouvez acheter et tout, c'est génial. Franchement, ça vous donne énormément d'idées d'aventures, de scénarios. On s'en lasse pas, quoi. C'est des dessins vraiment. Voilà, quoi. Ça pète les genoux, quoi, quand même. Avouez-le. Donc, Uncage Faces of Sigil, donc supplément de PNJ. Donc, il y en a une bonne vingtaine. Et c'est vraiment excellent. Deuxième supplément, In the Cage, A Guide to Sigil. Donc, pareil, jamais traduit en français. Donc là, c'est la description de Sigil quartier par quartier, avec, on va dire, une plus grande exhaustivité évidemment que dans la boîte de base, avec des lieux, encore des PNJ, énormément de petites choses, des facsimilés, voilà, plein de petits, on va dire, des aides de jeu très facilement utilisables dans votre campagne. Voilà, une carte en fait. En fonction des quartiers où vous êtes, de où ça va vous mener, où les portails vont vous mener, ce qui est plutôt, on va dire, plutôt malin. Bon, après, il faudra aller dans les suppléments en français si vous voulez un guide, on va dire, des différentes clés et des clés aléatoires dont vous avez besoin, puisqu'il y a besoin d'une clé de portail pour pouvoir, clé générique ou clé spécifique, en fonction du plan où vous voulez aller, sachant qu'il y a certains portails qui sont protégés évidemment par certaines factions, certaines factions qui se réservent l'exclusivité de l'utilisation de certains portails, évidemment. Donc là, c'est pas Tony DiTerlizzi qui fait les illustrations, mais c'est pas mal. Et quand même, il y a des illustrations qui, je trouve, sont plutôt intéressantes. Voilà, là, vous avez la carte, par exemple, d'un restaurant. Donc le Prime Exotic Creature from the Prime Material Plane, voilà, et vous pouvez les manger. Donc vous avez de quoi manger un chipmunk, un rabbit, un gopher, un opossum, un raccoon. Voilà, si vous voulez manger comment c'est déjà, c'est pas un blaireau, c'est ça ne reviendra jamais décidément. Squirrel, donc si vous voulez manger un écureuil, mole, si vous voulez manger de la taupe, hedgehog, si vous voulez manger un hérisson, donc. Et un géant miniature ou un hamster de l'espace. Voilà, c'est un miniature giant space hamster, donc un hamster géant miniature de l'espace. Voilà, c'est génial. Voilà, franchement, il y a plein de petites idées comme ça à chaque fois. Le gopher, c'est la loutre, hein, je crois, si mes souvenirs sont bons. Et là, le temps que ça me revienne sur les traductions d'animaux, c'est pas automatique. Je sais à quoi ça correspond, mais il faut que je retrouve la traduction à chaque fois. Après,
Le supplément indispensable pour la description des factions, donc c'est le Factors Manifesto, où donc là il y a toutes les factions qui sont décrites avec leur lieu, donc leur quartier général. Donc voilà, par exemple là, le Fest Hall, le Civic Fest Hall, donc qui est le quartier général de la Société des Sensations. Voilà, avec justement le dessin de la factole de la Société des Sensations. Voilà, vous avez donc un dessin pour chacune des factions. Voilà, donc là, pareil, des dessins de Tony Diterlizzi qui sont vraiment prodigieusement beaux. Donc le factole de la Ligue révolutionnaire, par exemple. Ils sont tous décrits, ils ont tous un dessin. Voilà, le factole de l'harmonium, qu'on appelle les têtes de bois, et c'est pas pour rien. Hein. On va plutôt les appeler les têtes de con, mais bon, voilà. Ou les têtes de. Enfin, ils sont pénibles. Et à chaque fois, donc, un plan, évidemment, de leur quartier général. Plutôt intéressant. Vraiment, il y a de quoi faire vivre les factions. Pardon. Donc voilà, les cours pour les greffiers. C'est bien pour les greffiers. Hein. Oui, c'est pour la fraternité de l'ordre, donc les greffiers, tout à fait. Voilà, donc tout ça. Donc là, c'est par exemple le quartier général des Marqués, qui est l'ancienne justement école de magie de Bigby. Hein, voilà, c'était l'école de nécromancie en fait avant, hein, qu'ils n'en prennent la possession. Pour la petite histoire. Parce que tout ça, je l'ai intégré évidemment dans ma campagne, donc je vous en parle. Pour moi, c'est assez, voilà, c'est des faits, on va dire, avérés. D'ailleurs, comme les factions ont disparu, et pourquoi elles ont disparu? Parce qu'il y a eu la guerre des factions. Supplément scénario incontournable. Il y en a d'autres. Hein. Il y a aussi le scénario sur les dieux morts que je n'ai pas, mais qui peut être intéressant. Donc vous pouvez quand même trouver des scénarios. Il y en a eu une poignée, hein. 5 peut-être, voilà, une poignée. Mais surtout, le scénario incontournable, c'est Faction War. À jouer, comment dire, si vous voulez vraiment, si vous avez la possibilité de jouer dans Planescape, au moins acheter, comment dire, ce scénario. Et là, c'est vraiment génial. C'est vraiment un gros bouleversement de l'univers de Planescape. Est-ce que les factions vont disparaître? Vraiment, c'est décidé dans le scénario. Avec toute une intrigue, évidemment, autour des Marqués et de Rowan Darkwood qui fait n'importe quoi. Enfin, n'importe quoi. De votre point de vue, mais pas du sien. Qui, lui, veut, on va dire, redessiner, si je puis dire, les règles du multivers à sa manière et qui a fomenté un plan mais machiavélique, d'un machiavélisme abominable. Franchement, moi j'en fais encore, et mes joueurs en font encore des cauchemars et moi j'en jubile encore. Voilà. Donc ça, c'est vraiment un des scénarios incontournables que moi j'ai fait jouer dans ma campagne et j'ai un souvenir impérissable en fait de ce scénario. Et donc d'avoir permis aux joueurs de vivre et de participer pleinement, d'être acteur, on va dire, du changement de cet univers et donc du changement aussi au niveau, on va dire, de la manière dont Sigil est géré par la Dame des Souffrances. Qu'est-ce que ça a eu comme conséquence, évidemment, la disparition des factions, etc. etc. Et ça, c'était vraiment, vraiment génial. Voilà. Donc, je vous aurais jamais assez dit que la gamme Planescape, c'est vraiment incontournable pour moi. Si vous voulez jouer dans l'univers d'ADD autrement, c'est vers cette gamme-là qu'il faut que vous tourniez, même en 5ème édition. Hein. Normalement, il y a du matos qui va arriver bientôt, mais vous pouvez vous fier donc au wiki Planescape qui est très facile à trouver sur le net. Si vous n'avez pas toutes ces informations, il y a des versions d'adaptation à la 3.5 qui existent, qui sont normalement largement utilisables aussi, gratuites et trouvables sur le net. Pareil, il y a eu une tentative d'adaptation aussi pour la 4ème édition, si je ne dis pas de bêtises. Donc quoi qu'il arrive, retrouvez le matos en termes on va dire, de description de l'univers, parce que vous n'aurez jamais un univers plus intéressant qui vous permette de faire une campagne qui dure des années. La preuve, elle a duré des années, la mienne en ce qui me concerne. Donc voilà, franchement, je vous donnerai jamais assez d'arguments, je pense, pour vous dire de vous plonger dans cet univers et d'y faire une campagne. L'essayer, c'est l'approuver. Et voilà, trouver plus original et en plus pouvoir y mêler vos cadres de campagne classiques, puisque si vous jouez dans Planescape, vous ne faites pas une croix sur votre campagne Royaume oublié, vous pouvez y retourner quand vous voulez, vous avez juste à passer un portail, c'est simple, voilà, et vous faites une campagne même dans les Royaumes oubliés, vous revenez, on va dire, à Sigil, et vous continuez après votre campagne, et vous faites des choses extrêmement intéressantes. Ça vous permet de lier même les différentes campagnes, par exemple, voilà.
Vous faites la campagne par exemple de la tombe de l'annihilation, et après bah, vous pouvez enchaîner sur, si vous le souhaitez, ou l'inverse sur la campagne de Curse of Strahd, la malédiction de Strahd, etc. etc. Il y a possibilité en fait de lier facilement toutes ces campagnes. Bon, après au niveau des niveaux des PJ, bah, ça va coincer, parce que bah, les campagnes sont prévues évidemment pour monter de niveau. Par exemple, la campagne de Strahd, actuellement en version 5, permet d'aller du niveau 1 au niveau 10 si mes souvenirs sont bons. Mais bon, si vous êtes un MJ, on va dire, plein de ressources, capable de vous adapter, voilà, vous pouvez en tout cas développer votre campagne sur plein de cadres différents très facilement en les liant justement avec Sigil, la cité des portes, à minima, et aussi leur faire découvrir les plans extérieurs à maxima. Comme je vous dis, ceux-ci sont décrits succinctement dans le guide donc, du maître de la 5e édition. Et c'est qu'un début, quoi, parce que je vous dis, il existe énormément d'informations et de développement sur chacun de ces plans extérieurs qui sont extrêmement intéressants, qui sont une vision de ces plans extérieurs. C'est pas forcément la vision de DD5, ils l'ont pas développé, mais on sent quand même qu'il y a, on va dire qu'il y a une variation, on va dire, par rapport aux éditions précédentes, de la vision de ces plans extérieurs. Et n'empêche pas malgré tout qu'on peut faire des choses. Et d'ailleurs on voit, hein, puisqu'il y a une campagne qui se passe également sur l'un de ces plans extérieurs, bah, la campagne justement de Avernus, qui vous permet d'aller donc sur le premier plan en fait de Baator. Voilà, le premier plan où il y a des diables. Voilà, maintenant je m'en suis souvenu, je ne fais plus d'erreur. Ce sont des diables, voilà, qui sont en Baator. Voilà, donc des Baatezou. Voilà, ben, je crois avoir fait le tour. Maintenant que je vous ai décrit ça, ça sera beaucoup plus facile de suivre les vidéos prochaines où je vais parler, on va dire, de ma campagne, même si je reviendrai sur certains points hein, de l'univers de Planescape. J'espère que ça vous a donné envie, tout autant que moi. Et ben, je vous dis donc à bientôt pour une nouvelle vidéo. C'était Magna Magister dans la bibliothèque. Et on se retrouve incessamment sous peu pour de nouvelles vidéos où, on va dire, je vais mettre à profit, on va dire, toute cette expérience, tout cet imaginaire que je vais vous donner, on va dire, pour vous donner envie de jouer, vous donner envie on va dire, de faire des campagnes et tout simplement vous faire rêver, parce que l'important dans notre passion, le jeu de rôle, c'est de rêver et de vivre des aventures dont on se souviendra toujours. Voilà. Allez, à bientôt sur la chaîne Tabula Rasa. N'oubliez pas de liker, de venir discuter sur le Discord si vous le souhaitez. Je suis toujours là, on va dire, pour répondre à vos questions, même laisser des commentaires. Voilà, abonnez-vous. Tout ça, n'oubliez pas de le faire. Ça me permettra, on va dire, de voir que la chaîne plaît et qu'elle a, on va dire, une perspective de développement malgré mes petits moyens en termes techniques. Je m'en excuse toujours. Voilà, mais je peux pas faire mieux pour l'instant et j'en suis désolé, mais j'essaye de transmettre malgré tout ma passion, notre passion à travers ces vidéos. Et je vous remercie en tout cas pour les gens qui déjà me suivent, qui j'espère me découvriront en tout cas dans les semaines, mois et années à venir. À bientôt.